J'ai l'impression que je vais faire un saut élastique. Mais oui. Hein? Bah arrête, tu vas mettre le stress à moi aussi là. Ça tourne? Oui. Bon, bah allez, c'est pas grave, j'y vais. Bon, bah moi c'est Sam Zira, vous le savez, c'est normal, vous êtes sur ma chaîne. Et je suis accompagné d'Alexandra Rost. Alexandra que vous voyez certainement sur CNews, aux côtés de Jean-Marc Morandini dans l'émission Morandini Live. Et pour la petite histoire, je travaillais à l'époque avec Alexandra Rost, j'étais ton chroniqueur. C'est ça, il y a 5 ans maintenant. Voilà, dans une émission qui s'appelait Le Grand Show. Et Alexandra m'a fait le plaisir d'accepter de lire en avant-première donc toute la partie histoire de vie de mon livre pour devenir qui je suis. Donc je vais répondre à toutes ces questions. À tout de suite. Alors on y va, on retrouve ce rôle d'interview, sauf que tu étais chroniqueur et maintenant effectivement tu es mon invité dans ton canapé parce que c'est ton décor habituel, c'est là où tu reçois tes invités. Ça me fait bizarre. Bah oui, mais c'est très sympa et je suis très contente d'être à tes côtés et de partager ce moment avec toi. On va parler de ce livre, donc Sam Zira pour devenir qui je suis, les révélations du youtubeur aux millions d'abonnés. Il est sorti ce livre, j'ai eu la chance du coup de pouvoir le lire en avant-première et de préparer des petites questions parce qu'on va surtout parler tous les deux de ton expérience, de ton parcours de vie. Tu parles de révélations, effectivement je t'ai côtoyé pendant quand même de nombreux mois, voire même c'est vrai. Plus d'une année. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, que j'ignorais, parce que je pense que tu es quelqu'un d'un naturel assez discret, un tempérament plutôt pudique. Et donc, j'ai effectivement découvert beaucoup de choses. La première chose importante, et on rentrera après dans ton intimité, mais c'est évidemment cette envie du spectacle et t'en parles depuis tout petit. Déjà, tu étais très attiré par le milieu des médias, de l'art, tu voulais être dans le spectacle. D'où ça te vient, ça? Est-ce que tu sais aujourd'hui, avec le recul, comment est-ce que ça a commencé? Si j'étais émerveillé par le spectacle, si j'étais émerveillé par le monde du travail, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que petit, j'aimais jouer à travailler. Tout mon temps libre, je le passais à travailler. Je m'étais créé ma société de production, tu vois, à l'époque c'était des séries que je faisais et cette société de production elle s'appelait ZS Company. Donc Z, on retrouve le nom de famille. ZS, aujourd'hui ma société de production elle s'appelle 2ZS Productions. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin, mais je te jure sur ma vie que c'était pas fait exprès. Hein. Tous les jours j'avais pour habitude, surtout à l'école, d'essayer d'être le plus discret possible, d'en montrer le moins possible, d'attirer le moins l'attention des autres. Même en famille, hein, je parlais à personne, je disais même pas bonjour. Ma mère s'en souvient encore. Je me cachais sous ses jupes quand on était dans la rue. Elle avait des grandes jupes. Je me mettais sous ses jupes quand quelqu'un me disait bonjour. Mais comment tu l'expliques ça aujourd'hui? Parce que paradoxalement, on va y revenir, hein, mais pardon, mais tu fais un métier d'image, t'es exposé, tu cherchais à être le moins vu possible quand t'étais petit, et aujourd'hui tu cherches à être le plus vu avec le nombre de clics et d'abonnés sur une chaîne. Dans les médias, comment t'expliques ça justement? Parce qu'à cette époque, et jusqu'à il y a encore pas très longtemps, je pensais que pour être quelqu'un de bien, il fallait être accompli professionnellement et que ça passait par la réussite professionnelle uniquement. Donc l'humain, pour toi, c'était pas quelque chose d'essentiel quand tu étais petit, tu te basais pas là-dessus. Il fallait te dire, il faut que je réussisse, il faut que j'arrive à travailler, il faut que je sois bon professionnellement pour exister. Parce que j'avais peur de l'humain, j'avais peur des autres. Mais ça, c'est vrai que c'est... Et tu commences ton livre avec ça, hein. Vraiment, tu dis déjà tout petit, je sentais que j'étais pas comme les autres garçons, mais ça veut dire quoi quand on est tout jeune, quand on va à l'école? Ça veut dire quoi de pas se sentir comme les autres garçons? Moi, je jouais par exemple qu'avec les filles. Tu vois, mon univers était exclusivement féminin. J'avais que des copines filles, mais c'était pas des petites amies, c'était mes copines, c'était mes sœurs, tu vois. Mais pourquoi t'allais pas jouer au foot? Alors c'est un peu cliché dans la cour de l'école, hein, mais pourquoi t'étais pas au billes, au foot et, je sais pas, avec les garçons? Pourquoi? Parce que j'aimais pas ça, parce que ça m'attirait pas, parce que c'était un univers que je trouvais assez violent, parce que la plupart des garçons me faisaient me sentir pas comme un garçon, justement. Moi, c'était tout le temps ou la fille, ou la tapette, oh, regarde le PD là-bas. J'étais isolé de cette façon-là. Donc, pour moi, les garçons, le monde des garçons, c'était un monde qui m'était hostile. C'était quelque chose qui me faisait peur. Il fallait que je fuis ce monde-là. Parce que forcément, je l'avais assimilé à quelque chose de violent. Et comment tu réagissais à cette époque? Je disais rien. Rien? Rien. Rien du tout. Rien à eux, mais rien à la maison non plus? Rien à eux, rien à la maison parce que j'avais honte. Parce qu'en fait, quand t'es petit et que la plupart des garçons à l'école te font comprendre que tu n'es pas comme eux, tu te dis que t'es arrivé sur cette terre avec un problème, avec une maladie. Tu comprends pas pourquoi t'es pas comme les autres garçons. Tu comprends pas pourquoi tu joues qu'avec des filles. Tu comprends pas pourquoi tu n'es pas bagarreur, pourquoi tu joues pas au foot, pourquoi... Tout ça, on me la faisait sentir, cette différence. Donc pour moi, j'étais pas normal et fallait que je grandisse sans jamais rien dire à personne. Fallait que je cache. Super difficile. Ça. Oui, mais au moment où tu vis ça, ça doit être super difficile quand même.
Oui, c'était difficile parce que tu peux le dire à personne. Tu peux le dire à personne parce que j'avais peur d'être jugé une fois de plus. C'est-à-dire que t'es jugé à l'école. Mais si pas par les filles avec qui tu étais. Avec les filles avec qui tu passais du temps, elles te jugeaient pas, elles? Non, elles me jugeaient pas. Je me sentais mieux dans cet univers-là parce que je les trouvais plus douces, je les trouvais plus amicales, je les trouvais plus empathiques. Je me retrouvais plus dans cet univers-là. Donc tu pouvais partager ça avec elles, ou même pas, t'en parlais même pas des moqueries où elles le voyaient? Elles le voyaient, mais on n'en parlait pas. Je me laissais faire, je laissais les autres garçons m'insulter, je les laissais faire ce qu'ils avaient à faire, ou s'ils devaient faire preuve de violence, ils le faisaient. Mais je réagissais pas, je me bagarrais pas en retour. Jusqu'où allait la violence quand tu parles de violence? Oh, la violence, elle allait jusqu'à des pierres, des coups de pied, des coups de tête. Donc des agressions physiques. Des agressions physiques, des provocations. Voilà, comme quand un gamin il vient se mettre devant ta tête comme ça, il te regarde, il se met sa tête collée à la tienne, il te dit sale pédé, gros pédé. Voilà, c'est tout. C'est juste un rejet de l'autre parce qu'ils me voyaient pas comme eux. Et aucun adulte autour, aucune maîtresse, alors si c'est à l'école, aucun maître n'a jamais intervenu et n'a jamais été témoin de ces scènes-là et a pu t'aider quand tu traversais ça. Aucun adulte ne s'en est jamais mêlé. J'ai pas le souvenir. Moi, j'en parlais pas à mes parents parce que j'en avais honte et je voulais surtout pas inquiéter ma mère. Et à l'école, j'ai pas le souvenir d'avoir une maîtresse ou d'avoir une directrice ou un maître qui s'en est mêlé ou qui l'a vu. T'en as parlé à quel âge à ta maman de tout ça? Oh, il y a pas si longtemps. On en a parlé pour la première fois il y a peut-être 2 ans. En fait, pour être très honnête, c'est ma petite nièce qui avait 6 ans, qui à l'époque, qui m'avait dit mais ah, t'as une veste de fille. Tu vois, c'était pas une veste de fille, c'est juste que bon, moi, j'aime la mode et c'était une veste qui était un peu plus extravagante qu'une veste classique, une veste formelle. Et je m'étais très énervé contre elle. Oui. Très énervé. Donc ça avait réveillé en fait quelque chose chez toi, une souffrance. Ouais. Et ma mère m'a dit mais enfin, comment tu lui parles, elle y est pour rien, elle te dit ça spontanément. Mais ça m'avait tellement blessé. Ce qu'elle m'avait dit, j'avais l'impression de me retrouver dans cette cour d'école et j'avais l'impression qu'on me remettait face à toute cette différence qui n'était pas normale aux yeux des autres et je la retrouvais dans mon propre cercle familial et je ne l'ai pas accepté. Et en fait, j'ai compris que si je m'étais énervé, c'est parce que la blessure, elle était peut-être encore là et puis surtout qu'elle y était pour rien. Et puis surtout qu'il faut aussi peut-être apprendre et parler aux enfants, aux jeunes générations, leur expliquer qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cases et que l'être humain, par définition, notre richesse, c'est d'être différent et qu'on apprend de la différence des autres. Mais après, j'ai une petite nièce extraordinaire. Elle est très au courant et au point de tout ça. Mais tu as eu de la chance d'avoir une maman aussi, et tu l'expliques dans ton livre, à qui tu as pu dire certaines choses, et notamment cet univers féminin. Quand tu étais petit, elle était quand même au courant que tu aimais te déguiser. Par exemple, tu étais petit garçon, mais tu aimais ça. Ça, pour ta maman, c'était pas un souci. Enfin, je veux dire, tu pouvais en parler. C'est quelque chose que tu vivais librement à la maison. Je vais te dire quelque chose. C'est une épreuve pour moi aujourd'hui de parler de ça face à toi. C'est la première fois que j'en parle oralement. Je voulais même pas l'écrire dans le livre. Je voulais même pas en parler parce que j'étais convaincu, depuis justement que j'ai 5 ou 6 ans, je m'étais fait un pacte avec moi-même de mourir avec. Et pourquoi ? Ce qui était pour moi un secret. Parce que c'était honteux dans ma tête, parce que en grandissant, je ne comprenais pas pourquoi, quand j'avais 3, 4, 5, 6 ans, je prenais les robes de ma mère, ou le bâtonnet, le rouge à lèvres de ma mère, qui pour moi avait une odeur particulière, tu vois, très particulière, et pourquoi je me l'appliquais. Et en fait, quand j'étais tout petit, si je me remets à cet âge-là, et j'essaie de retrouver ces émotions, il y a rien, tu sais, de genré là-dedans. Quand tu fais ça, quand tu as 5, 6, 7 ans, tu te dis pas, bah tiens, pourquoi je mets la robe de ma mère, pourquoi je mets le rouge à lèvres de ma mère. Tu le fais parce que en fait, tu te poses pas de questions. C'est instinctif. C'est instinctif, c'est un déguisement. Le déguisement, c'est quoi ? C'est le fait de se grimer en quelqu'un d'autre pour peut-être se rapprocher d'un monde ou d'un univers qui nous attire, qui nous rassure peut-être aussi. Mais tout ça, je l'ai compris en grandissant. Et une fois de plus, c'était un nœud que je m'étais créé, un blocage que je m'étais créé en grandissant, un pacte supplémentaire, un mensonge supplémentaire. Et c'était un sujet que j'avais jamais réabordé avec ma mère, au moment où je te parle, que j'ai toujours pas abordé avec elle. Donc comment elle l'a découvert la première fois ? Tu t'en souviens ou t'étais trop jeune ? Je m'en souviens pas exactement. Par contre, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai pas le souvenir d'avoir une maman qui était gênée par ça. Elle me laissait faire. Je pense qu'elle avait compris
que c'était peut-être une recherche, une quête, ou alors rien de tout ça. Peut-être que c'était juste simplement un enfant qui cherchait à se retrouver dans un univers. Elle avait compris aussi, par exemple, qu'à Noël, sous le sapin, ce qui te faisait plaisir, c'était d'avoir une Barbie. Oui. Et pas d'avoir forcément le camion Ah non, ou je les détestais voitures du petit garçon. Ça aussi, Oui. ça a été moins facile avec ton papa, en revanche. Oui. Mais ta maman, elle était dans la confidence de ces choses-là. Il y avait des conditions, mais les poupées Barbie, elles étaient quand même sous le Ah sapin. oui, bah c'était des secrets. C'était devenu des secrets. Donc quelque part, mais je l'ai appris pareil en écrivant le livre par la suite, des nœuds pour ma vie d'adulte. Et c'est comme le rouge à lèvres. Si tu veux, quand j'étais petit, cette odeur, ce plastique qui émane, tu sais, d'une boîte avec une Barbie à l'intérieur, tu vois ce que c'est ? Très bien, ouais. Et ben je ressentais d'une adrénaline, de l'excitation. Et moi, naturellement, petit, j'étais attiré par ça. Moi, ces Barbies, je voulais les habiller, je voulais jouer avec. Moi, j'ai une sœur qui a 4 ans et demi de plus que moi, je la voyais aussi toujours jouer aux Barbies, se rendre coquette. Et c'était, si tu veux, l'exemple que j'avais, c'était ce que je voyais. Et puis peut-être que ce paysage hostile des garçons, enfin qui m'était hostile à l'école, peut-être que quelque part, j'allais vers cet univers-là parce que je ne voulais surtout pas ressembler à ce que je voyais en face de moi. Ça, c'est la lecture que tu en as aujourd'hui ? Ou tu as compris d'autres choses en grandissant quand tu te penches sur cette enfance et sur déjà ces affinités qui se dessinaient tout jeune ? C'est ce que tu comprends aujourd'hui ou tu as encore une lecture supplémentaire aujourd'hui C'est la lecture que j'ai aujourd'hui, Ouais. avec du recul, en essayant de prendre de la hauteur, parce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir essayer de comprendre, de faire une rétrospective. Mais petit, quand tu veux une Barbie à Noël et que tu as 7 ans, tu veux juste une Barbie parce que pour toi, c'est un jeu. Tu ne veux pas une Barbie parce que c'est un objet pour une fille. Mais la Barbie, tu la laissais quand même à la maison. Je la La laisse- Barbie, tu la ramenais pas à l'école. Ah non, Donc tu ah bah savais non. quand même faire la différence entre ce que tu gardais de l'ordre privé déjà tout petit et ce que tu amenais avec toi à l'école dans un espace plus public. Oui, parce que sinon, j'étais moqué. Parce que c'était dur, c'est vrai, l'école, tu l'as abordé tout à l'heure, mais quand tu parlais les vestiaires, par exemple, si tu avais certaines scènes de sport ou quoi, on me disait tu vas dans le vestiaire des filles, quoi. Oui. Et les garçons, c'était ça. Ils devaient sentir, peut-être, que j'étais pas comme eux. D'où le fait que tu voulais te sentir le plus petit, te faire le plus discret et passer le plus inaperçu possible. Pour éviter ça, pour éviter d'être moqué, pour éviter d'être frappé, pour éviter de me sentir différent. Sous tous les prétextes, parce qu'il y a eu un jour où ça a été compliqué, là t'as pas pu pour le coup passer inaperçu, c'est que tu t'es révélé en faisant un malaise dans la classe. Oui. Après ça aussi, moi je le savais pas, tu vois, et pourtant on a travaillé ensemble pendant, je l'ai dit tout à l'heure, de longs mois. Ça aurait pu arriver en plateau, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si tu peux être toujours soumis à ces crises, mais tout petit, tu as fait un malaise. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que tu as découvert par la suite et avec lequel tu vis toujours aujourd'hui ? Oui, alors j'étais en classe de CE1 et tout d'un coup, j'ai été pris de tremblements au niveau de ma mâchoire. J'ai commencé à sentir mon corps se paralyser. J'ai essayé de prévenir la camarade qui était à côté de moi, puis la maîtresse. Et en fait, je ne pouvais plus parler. J'étais complètement bloqué, paralysé. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai eu la sensation de partir, de mourir. Et suite à ça, plus de souvenirs. Donc perte de connaissance. Perte de connaissance. Blackout. Et donc par la suite, j'ai appris, donc ça je devais avoir 7 ans, que c'était une crise d'épilepsie. Une crise d'épilepsie qui était assez carabinée à l'époque. Crise d'épilepsie que j'ai fait à raison de entre 2 et 4 fois par mois jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Et je n'avais pas compris sur le moment pourquoi cette crise d'épilepsie, elle m'était arrivée justement dans le cadre scolaire. Je n'ai pas la réponse à 100% aujourd'hui, parce que ce serait faire une supposition quand même. Mais je me dis que c'est peut-être pas anodin si ce mal m'est arrivé dans l'enceinte de l'école. Parce qu'au final, je m'y sentais très mal, moi, dans cette école. Toute ma scolarité, je l'ai vécue. Pour moi, c'était l'enfer. Cauchemar. Ah oui, un cauchemar. Que ce soit l'école, donc le primaire, le collège ou le lycée, pour moi, c'était une horreur. Je voulais me barrer de tout ça le plus vite possible. Oui, à tel point que tu voulais pas redoubler. Hein. Du coup, tu travaillais avec non. des notes à la moyenne, mais Oui. pour passer en classe supérieure, Mais parce oui. qu'il fallait écourter au plus vite l'école, quoi. Alors, j'ai jamais été un élève extrêmement... alors, j'aime pas ce mot doué, mais disons que j'avais... Studieux. Voilà. Si. Studieux, oui, mais Sérieux. j'avais pas de grande facilité. Ça veut dire que, par exemple, pour apprendre une leçon, il me fallait peut-être 10 fois plus de temps que quelqu'un d'autre. J'ai appris par la suite que les crises d'épilepsie jouaient énormément, le traitement Sur aussi la qui est- concentration. Voilà, qui est très lourd, joue énormément sur la concentration, parce qu'en fait l'épilepsie c'est quoi ? Ce sont les neurones qui s'entrechoquent, donc forcément ça joue sur la concentration. Et
il fallait surtout pas que je redouble. Donc je passais à la classe supérieure, mais j'avais pile poil la moyenne. Il fallait que je travaille comme un acharné pour pouvoir avoir mon 10 et passer à l'étape supérieure. Mais si je redoublais, ça refaisait 1 an. Hein. Ben voilà, c'était 1 an de plus dans cet enfer. Mais tu avais quand même des copains, parce qu'on parle des choses compliquées, mais tu avais quand même des amis, tu avais des potes, non, à l'école? J'avais des copines, plus, Ouais. parce que je me retrouvais plus dans cet univers-là, et j'avais les mêmes amis, les mêmes copines. C'est-à-dire que, et pareil, je m'en suis rendu compte par la suite, c'est que ce cercle amical que je me suis créé, et pour le coup, dans tout ça, j'ai eu de la chance de me retrouver avec des amis que j'ai encore aujourd'hui, 20 ans après, c'est que j'ai rencontré des personnes qui toujours m'ont laissé être moi-même sans me brusquer, sans essayer de comprendre ou de savoir pourquoi j'étais soi-disant différent. Vraiment, ça a été important d'en parler, d'en dialoguer. Et elles suivent encore aujourd'hui toute ton évolution, elles ont du recul pour savoir tout ce par quoi tu es passé? Je pense qu'elles le savent, mais qu'elles vont apprendre plein de choses aussi. Ah oui, donc là, dans ce livre-là, même tes plus proches amies qui te connaissent depuis 20 ans, elles sont pas au courant de tout. Bah, tu sais, je me suis jamais véritablement posé en face de ma meilleure amie comme avec toi pour lui dire, bon ben voilà à l'école ce qui s'est passé, voilà ce qui m'est arrivé en telle classe, voilà la rétrospective que j'ai eue des années après. Mais t'as pas eu peur de craquer parce que c'est lourd quand même tout ça. Les copains à l'école qui sont pas sympas, on peut même pas appeler ça des copains, enfin les camarades de classe qui sont pas sympas, qui sont violents, tu parlais de violence physique, donc il y a de la violence aussi morale, il y a se sentir différent, enfin tout ça c'est des choses qui sont quand même lourdes et jeunes. Tu t'es jamais dit qu'à un moment donné tu serais rattrapé par ça et que ça peut être compliqué à gérer? Non, j'étais très fort, très honnêtement je m'en rends compte, j'étais très fort psychologiquement, petit, parce qu'en fait j'étais un mur face à ces personnes, un mur face à ces gens-là. Et la seule chose qui me tenait, c'était de me dire, quand je serai grand, je vais leur prouver qu'ils se sont trompés. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. De se moquer de moi. De se moquer de moi, de me montrer que je ne suis pas comme eux, de me montrer que je n'aurai pas les mêmes chances qu'eux. Parce que c'était ce que je ressentais. Et ça me tenait. Si tu veux, j'avais pas d'autre choix que de réussir dans un domaine. Je ne savais pas lequel. Je ne savais pas du tout lequel, mais fallait que je réussisse dans un domaine. En fait, c'est comme une revanche, en fait. Tu t'es construit beaucoup sur la revanche, toi. Je ne le voyais pas comme une revanche sur le moment, mais je savais que c'était une étape à passer pour du mieux. Tu sais, c'est ce qu'on appelle une conviction. Quand tu es persuadé, tu es convaincu que, ok, tu vis tout ça, mais c'est parce qu'un jour, tu vas pouvoir te libérer de tout ça. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une grande partie, sans faire de la psychologie, mais il y a une grande partie où quand même, t'as pas tellement existé finalement, dans l'instant présent. C'était, aujourd'hui je me tais, je me fais discret, et puis plus tard j'existerai et je leur montrerai. Mais ce qui est extrêmement compliqué à vivre sur le moment. Parce que c'est pareil, tu parles de quelque chose de très intime, je trouve, dans le livre, et peut-être que c'est ce qui m'a le plus interpellée, mais c'est sur la religion. La religion, t'allais à la synagogue, tu en parles dans le livre, mais tu y allais pour faire plaisir, déjà à l'époque, et faire plaisir à ton papa. Donc déjà, il y avait cette idée de se soumettre à l'envie des autres et au fait presque de s'oublier un petit peu. En fait, j'ai la sensation d'avoir toute ma vie quasiment joué un rôle pour essayer d'être ce que quelqu'un d'autre voulait voir de moi. Cette bar mitzvah, qui est la majorité religieuse quand on est juif. Donc moi, mon papa est juif, il est né en Algérie. Ta maman s'est convertie? Ma maman s'est convertie, elle est à la base catholique. Elle s'est convertie parce que la belle famille, donc du côté de mon père, c'était, les mentalités sont un peu anciennes et c'était la condition sine qua non pour avoir des enfants et pour pouvoir se marier avec mon père. Donc elle s'est convertie avant ta naissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est ta religion, 12 puisque ans. On est juif par la maman. 12 ans de conversion. 12 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte, pour pouvoir justement j'imagine embrasser pas, mais, une religion et pouvoir, quelque part, c'est horrible de dire ça, mais avoir des enfants et pouvoir te marier. Voilà, ça ne devrait pas exister ça. C'est un très long parcours. Et si tu veux, cette bar mitzvah, je devais la faire parce que je ne pouvais pas faire perdre la face à ma mère. Elle s'était tant battue pour pouvoir justement prouver qu'elle avait sa place au sein de notre famille et prouver qu'elle était légitime et qu'elle pouvait élever ses enfants dans le respect de la tradition, qu'il a fallu que je la fasse. Mais encore une fois, moi qui étais très proche de ce monde féminin, quand j'allais à la synagogue, parce que j'étais obligé tous les vendredis pour préparer cette bar mitzvah, il y avait des choses qui n'étaient pas normales pour moi. Comme le fait que les femmes soient séparées, par exemple. C'est-à-dire que quand tu vas dans une synagogue, tu as la salle des hommes, et moi, en tout cas, je parle de la synagogue dans laquelle j'allais, c'était une salle avec, tu avais le tapis, tu sais, le tapis rouge, les boiseries, les ornements,
Et tu avais la salle pour les femmes derrière des vitres, avec des chaises en plastique de jardin, alors que la salle des hommes, c'était des poltrones en bois. Et moi, petit, ça m'interpellait. Je comprenais pas pourquoi les femmes, elles étaient comme dans une cage pour les animaux. Et on te répondait sur quoi le côté. quand t'en parlais? T'en parlais de ça ou même pas? Non, j'en parlais pas. Même pas? En fait, je gardais toutes les questions, toutes les choses qui pouvaient m'interpeller, je le gardais pour moi. Par peur de froisser, par peur de déstabiliser un ordre qu'on m'a appris, tu vois, ou les règles qu'on m'a demandé de suivre. Mais par contre, je me faisais la réflexion. Mais ça veut dire que tu craignais quand même certaines réactions de tes parents, ou tu craignais de leur dire certaines choses, ou voilà, tu voulais les déranger le moins possible, mais par crainte aussi de ce qu'ils pouvaient te dire, ou du regard qu'ils pouvaient porter sur toi? J'avais pas le choix, fallait que je la fasse, cette bar mitzvah. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas le choix que de respecter l'ordre, en tout cas ce qu'on m'avait inculqué. Et tu sais, quand t'es enfant, bah, tu penses que la normalité, c'est ce qu'on t'apprend. Ton monde, la seule chose que tu connais autour de toi avant que tu lèves justement ta tête, et que tu regardes toutes les différentes structures et tout ce qui existe, tu penses que ce que tu vis, c'est la norme. Donc tu veux pas bousculer cette norme en fait. Et moi, je crois que j'avais peur de bousculer cette norme. Je voulais pas la bousculer, il fallait surtout pas que je la dérange, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans ma vie. Le seul moment où je bousculais cette norme, pour reprendre ta question du début, c'était quand justement j'étais seul dans ma salle de jeu et que je me laissais aller à mes spectacles, à faire des chansons, à faire des danses, par la suite à faire mes premiers montages vidéo, à filmer mes amis, à créer des séries, à faire mes premières interviews avec mes copines de classe. Voilà. Donc c'était un échappatoire en fait. C'était un échappatoire. Et tu avais peur à chaque fois qu'il fallait franchir une étape de vie, parce que on va parler de cette étape de vie importante, mais qui est celle de la sexualité, puisque chaque être humain se pose des questions à un moment ou à un autre sur sa sexualité. Quand est-ce que toi tu t'es interrogée la première fois pour savoir si tu étais plutôt attirée par les filles, plutôt par les garçons? Comment ça s'est passé? Le premier souvenir que j'ai par rapport à ça, c'était... Donc ma sœur a 4 ans et demi de plus que moi. Elle organisait une boum à la maison, on faisait des booms pour les anniversaires. Moi, je devais avoir 5 ou 6 ans et j'ai le souvenir d'avoir dit à ma sœur, ma mère était présente, d'avoir dit, il y avait un copain de classe à elle, et d'avoir dit « Oh, je suis amoureux de lui ». Comment veux-tu, à 5-6 ans, tu sais, tu n'as pas de dimension sexuelle à 5-6 ans. Hein? Donc, c'était quelque chose qui était extrêmement spontané, qui était extrêmement naturel et normal de ma part. Et j'ai le souvenir d'entendre un de mes parents me dire « Mais enfin, Samuel, tu peux pas être amoureux de lui, c'est un garçon !» Oui, mais la fameuse norme, on y revient encore. La fameuse norme familiale, certainement, du départ. Donc, pour te répondre simple, parce que je me suis jamais posé de questions, compliqué, alors, quand est-ce que ça devient compliqué? Ben, ça devient compliqué quand tu sais, quand tu comprends que ce n'est pas normal pour les personnes qui sont en face de toi et qu'il va falloir que tu le caches. Et si tu veux, moi j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence avec cette dualité à me dire, déjà adolescent, je me disais, il va falloir que tu te maries, il va falloir que tu aies des enfants et il va falloir que tu te prépares à le cacher toute ta vie. Parce que tu avais déjà ressenti des premiers émois pour un garçon. Mais bien sûr. Déjà, donc tu savais, ben tu oui, sentais moi les quand choses. je regardais les To Be Free à l'époque, t'étais amoureux des To Be Free. J'étais amoureux des To Be Free, tu vois. Donc c'était avec cet œil-là, mais au final, qu'est-ce qui est... Tu vois, c'était les autres qui me faisaient croire que c'était pas normal ou que c'était contre nature. Moi, je peux te répondre aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas contre nature. Parce que si c'est contre nature, pourquoi est-ce que la nature m'a mis sur... Tout petit, et c'est intéressant d'avoir cet avis parce qu'on sait que c'est un débat qui est toujours posé aujourd'hui dans notre société actuelle et on a encore ces questions qui sont posées. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est pas un choix. Et c'est pas un choix. C'est pas un choix, c'est naturel parce que si on croit en Dieu, Dieu m'a mis au monde comme ça. Donc si quelqu'un a fait une erreur, c'est pas moi. Le but est de laisser vivre l'autre comme il l'entend, comme il le veut, à partir du moment où il ne fait pas du mal à son prochain. Et quand est-ce que tu as pris conscience de ça? Quand tu as décidé d'en parler? T'en as parlé à ta sœur, hein, Oui, j'en ai parlé à ma sœur pour la première fois. Mais figure-toi que, mine de rien, je l'ai caché pendant longtemps. Combien de temps? Oh, ben jusqu'à mes 18 ans. Ah oui. Mais au final, je l'ai quand même dit à 18 ans, au moment où j'ai rencontré mon premier amour. Parce que je me suis quand même dit, je suis allé contre ça jusqu'à mes 18 ans en me disant, bah écoute, bon, bah, voilà, ta vie, elle est toute tracée, hein, ta vie, elle va être un mensonge. Hein, tu vas te marier, tu vas avoir des gosses, ta femme, tu la tromperas. Bah oui, parce qu'au final, au bout d'un moment, je pense que tu peux pas aller
contre nature. Donc c'est certainement ce qui va se passer, tu vas rendre des gens malheureux. Et j'avais pas envie de ça. Je te rends compte, je me posais ces questions déjà à 13 ou 14 ans. Ouais, c'est extrêmement jeune. Et à 18 ans, quand j'ai rencontré mon premier amour, forcément, le cœur qui s'emballe, j'étais le plus amoureux du monde, je pensais être le plus amoureux du monde. J'avais pas d'autre exemple de l'amour, parce que contrairement à mes amis à l'école ou aux camarades de classe que je pouvais voir avoir des petits copains ou des petites copines, moi j'avais personne. Hein. Jusqu'à mes 18 ans, je n'ai jamais été en couple. Tu n'as jamais eu d'histoire au lycée, d'histoire d'adolescent? Mais jamais. Ça, c'était même mais les premiers baisers, tu les... Mais rien, mais j'ai pas connu. Rien? Mais non, j'ai pas connu. Donc, si tu veux, j'étais celui qui avait pas de petite copine. Donc, c'était frustrant quelque part aussi. Oui, d'ailleurs, tu dis dans le livre, tu t'inventais le fait d'aimer que des filles qui sont tahitiennes. Oui. Alors forcément, c'est sûr que trouver une tahitienne à Paris, oui, on n'en voit pas passer tout le temps à Montpellier, pardon, c'était Montpellier. Ma grand-mère. Ouais, on n'en voit pas tous les jours. Donc ça te donnait un prétexte. Mais ça, c'était ma grand-mère. Ça, c'était le truc à chaque fois. Bah alors, quand est-ce qu'il nous ramène une copine? Ah bah j'aime que les tahitiennes. Moi. Tu vois, voilà. Donc moi, je disais, écoute, voilà, mensonge supplémentaire. Hein. Bah moi, j'aime que les tahitiennes. Donc le jour où je rencontre une tahitienne, ce sera ma femme. Forcément, il y a peu de tahitiennes comme tu dis. Voilà. Et tu avais ta couverture, en fait. C'était une manière de cacher ça. C'est horrible quand même de te dire que tu es obligé de passer ton enfance à mentir. Parce qu'au final, à partir du moment où tu mens sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire qui tu es, tu vois, bah, il y a encore une négation de toi. On en revient à la négation de toi. Il y a une négation de toi. Et puis, toute ta vie, elle devient un mensonge. Parce qu'au final, un mensonge, ça en entraîne un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et tu finis par jouer un rôle. Tu finis par être celui que les autres veulent voir de toi. Et à 18 ans, j'ai plus voulu de ça. Donc, tu es allé voir ta sœur. Je suis allé voir ma sœur. Comment ça s'est passé? Et je lui ai dit, bah, tout simplement, je lui ai dit, Sabrina, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Elle m'a dit, oui, quoi? Je lui ai dit, bah, je suis amoureux. Bonne nouvelle. Elle m'a dit, oui, bah oui, c'est très bien. Elle m'a dit, de qui? Je lui ai dit, mais attends, c'est un garçon. Et elle n'a pas du tout eu la réaction étonnée que j'aurais attendue. Elle m'a répondu, oui, alors? Je lui ai dit, là, ça t'a surpris? Ça m'a surpris. Parce que quand tu es enfant, tu sais, tu te fais aussi beaucoup un drame de ce que potentiellement la réaction de l'autre va être. Et je pense qu'on se construit nous-mêmes notre propre prison, qui fait qu'après, en grandissant, et ce que j'ai compris en écrivant ce livre, on continue d'être derrière cette prison, hein, à la différence que pour pouvoir ouvrir cette prison et s'en sortir de façon légale, parce que je ne suis pas un prisonnier, mis à part un prisonnier de moi-même, eh ben, il faut mettre des mots sur toutes ces situations. Et ces mots, j'avais commencé à les mettre avec ma sœur. Et elle m'a dit, bah, il s'appelle comment? Je lui ai dit son nom, et elle a tout de suite voulu le rencontrer. Et elle l'a rencontré, et elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que tu veux que j'en parle à maman? Elle en a parlé à maman. Après, ma mère a dit, est-ce que tu veux que j'en parle à ton père? Je lui ai dit non. Oui, alors là, problème, c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, avec le père, c'était plus compliqué. Et elle m'a dit, mais je vais quand même lui dire, hein, même si, voilà, parce que voilà, t'es son fils, c'est important, et puis moi, je veux pas le cacher et tout. Pourquoi t'as pas voulu le faire toi-même? J'y arrivais pas. Impossible? Non, oui, impossible, j'avais pas le courage. Les mots ne seraient pas sortis. Pour le coup, tu avais peur de sa réaction vraiment. Quelle aurait été sa réaction, tu penses, si tu lui avais dit? Toi-même. Ah, j'aurais pas pu. Franchement, j'aurais pas pu dire les mots, j'aurais pas pu les prononcer. J'avais l'impression de casser un schéma familial, de casser le rêve de parents qui mettent leur seul et unique fils au monde. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je l'entendais toujours, hein. Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, ah, t'es mon ministre, hein. On compte sur toi, hein. T'es le seul Zira, bon, il n'y a pas encore mon cousin Benjamin, t'es le seul Zira, on compte sur toi. Oui, la pression, donc responsabilité tu vois, au niveau de la famille. Donc je sais qu'elle lui en a parlé, je sais qu'ils en ont aussi parlé à mes grands-parents, mais je sais que je n'en parlais pas avec mon père pendant des années, jusqu'à il y a encore quelques mois. Pourtant, il l'a connu, il l'a rencontré. Oui. Le premier amour. Il a rencontré mon premier amour. Mais il était présenté, ton premier amour, comme un ami. C'est ça? Quand ton père devait en parler. C'était pas ton petit ami. Et il y a encore pas si longtemps que ça. Hein. Il y a encore pas si longtemps que ça. Mon père a présenté mon copain actuel avec qui je suis depuis 5 ans, un ami de mon fils. C'est ça. Et je ne lui en veux pas parce que j'ai un père formidable, extraordinaire, vraiment, qui est... faut savoir qu'il a grandi avec un handicap. J'allais dire lui-même, comme si l'homosexualité est un handicap, mais ça ne l'est pas. Tu vois, mais c'est pour te dire. Comment moi je le voyais, je le vivais comme un handicap, clairement. Il a grandi avec un handicap. Moi j'ai un père qui est devenu sourd profond à l'âge de 2 ans. Donc si tu veux, avec mon père, il y avait un manque de communication, mais un manque de communication qui était aussi lié à cet handicap. Tu vois, la communication, elle est déjà difficile
quand toi-même tu as du mal à dire les choses, mais si ton papa est sourd quasiment de naissance, elle l'est encore plus, tu vois. Et c'est un modèle pour toi, ton papa? Oui. Oui, quand on parle, notamment tu parlais de réussite professionnelle, c'est peut-être aussi ça. Ça vient peut-être de lui. Cette envie d'être comme lui, de réussir sa vie professionnellement. En fait, moi, il y a quelque chose qui me frustre un petit peu, c'est que j'ai toujours entendu la famille du côté de mon père dire « Ah, José, il a réussi malgré son handicap. Je trouve que c'est moche ça, tu supportes de pas. dire ça. Et je lui dis quand je m'adresse à lui dans le livre, il n'a pas réussi malgré son handicap, il a réussi grâce à lui, grâce à sa motivation, grâce à sa détermination et grâce à qui il est et qui il a voulu être. Parce que je crois qu'on se construit, je crois qu'on devient qui on est par rapport justement à notre schéma, notre parcours de vie, par rapport aux échecs qu'on rencontre, par rapport aux difficultés. Et tout ça, ça nous permet d'être et de nous créer quelque part, comme on le souhaite. Tu lui as déjà dit là ce que tu es en train de nous dire de manière aussi directe et avec autant d'admiration parce qu'on la sent très présente? J'arrive pas à lui dire je t'aime. Tu vois, ma mère, je l'ai au téléphone tous les jours, je lui dis voilà, gros bisous maman, je t'aime, je t'aime. Mon père, je peux pas. J'arrive pas à lui dire papa, je t'aime. Pourtant, je l'aime. Et pourtant, je suis très fier de lui. Est-ce que lui te l'a dit? Te le dit ou quand oui, t'étais petit? il me le dit. Je sais qu'il est très fier de ce livre. Et je pense que ça va nous aider à discuter. Parce que tu vois, on n'a jamais parlé même de ma sexualité, qui est quand même quelque chose qui m'a construit, qu'on le veuille ou non. Hein. Quand tu grandis pas comme tout le monde, entre guillemets, ça te construit. On n'en a jamais parlé. On n'a jamais parlé de ça. Donc même s'il avait rencontré mon premier copain, qu'il a rencontré tous mes copains, j'ai jamais eu l'occasion de me poser avec lui et de. Et donc tu penses que là, le livre, ça va être le bon moment pour tous les deux pour le faire? Vous l'avez pas encore fait? On l'a pas encore fait. Et donc forcément, il va être très touché par ces jolis mots que tu as pour lui et même l'émotion, parce que moi, elle est palpable. Je te vois devant moi et je pense qu'on la ressent. Mais la relation père-fils est une relation importante. Et voilà, vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire et c'est peut-être effectivement le bon moment pour toi et ça te libérera peut-être de plein de choses aussi. Peut-être. Dont tu as besoin. Je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup de similitudes avec lui. Tu vois? C'est-à-dire que lui, il a grandi avec ce handicap, c'est horrible d'être coupé du monde. Tu vois? Je veux dire, la parole, c'est quand même... nous, on a l'habitude. Et puis c'est ton métier en plus. Voilà. Tu vois? Ce que tu en as fait aussi, c'est que toi, tu es dans la communication et que tu as l'habitude de t'adresser justement. Et puis c'est pas pour rien, tu sais, c'est lui qui m'a offert ma première caméra quand j'étais tout petit. Hein. Je sais, j'ai appris par la suite, il me l'a dit il y a pas longtemps. Moi, j'ai toujours été admiratif de sa réussite professionnelle. Et je voulais autant réussir que lui, si c'est pas plus, pour pouvoir montrer que j'étais aussi bien que lui, professionnellement. Et lui, il m'a confié il y a pas longtemps, il m'a dit ce que tu fais, c'était mon rêve. Il m'a dit j'aurais adoré faire de la télé, du cinéma, être derrière une caméra. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas parce que j'entendais pas. C'est pour ça qu'il s'est mis dans les chiffres, tu vois, dans les mathématiques. Et il y a pas longtemps, il m'a dit quelque part, tu fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Il me l'avait jamais dit. Donc il doit être super fier de toi. Donc tu le sais. Je pense. Donc tu l'entends. Je pense. Et moi aussi, donc, ça je suis très fier de lui. Ça lui fera forcément plaisir et j'espère que vous pourrez discuter effectivement de ce livre dans lequel, c'est vrai, tu te révèles, tu parles de beaucoup de choses. On revient à ce premier petit ami à 18 ans. Il s'est avéré que ça a été une belle relation. Évidemment, tu l'as dit, amoureux, tu devais monter à Paris. Mais finalement, tu as repoussé ton départ à Paris. Tu voulais faire les cours Florent, puis tu es resté un peu plus avec lui à Montpellier parce que c'était une belle histoire d'amour. Et puis, les complications sont arrivées. Oui. C'est avéré un peu plus compliqué que prévu. En fait, quand on rencontre quelqu'un, je me suis rendu compte qu'on ne savait pas véritablement au début de qui on tombe amoureux. C'est-à-dire que on ne choisit pas, c'est vrai, et on ne sait pas. Ce sentiment amoureux, il est quelque part un peu inexplicable. Tu sais pas pourquoi tu as de l'attraction, de l'attirance, une passion pour quelqu'un qui est différente que tu pourras avoir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi lui, pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Et ben, c'est ce que j'avais eu avec lui. Et puis c'était mon premier petit copain, c'était la première fois que je sentais que j'étais désiré et aimé dans le regard de quelqu'un d'autre, moi qui n'avais jamais pu avoir de petits copains parce que je ne pouvais pas le dire à l'école, ni de petites copines parce que je n'étais pas attiré par elles, tu vois, et que pour moi c'était c'est comme si toi, Alexandra, qui aime les hommes et qui t'es mariée, il n'y a pas longtemps, tu devais te dire, tu vois, il faut que je tombe amoureuse d'une femme. Tu vois, il faut que je sois obligée, tu vois. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'y arrivais pas. Et je suis tombé amoureux de ce garçon. Et
Et en fait, je suis tombé amoureux. Ça a été une relation très, 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 très conflictuelle. Tu vois, j'ai du mal à en parler. Encore, ouais. Encore, hein. Parce que j'ai mis longtemps à faire mon deuil. Alors, c'est quelqu'un qui est décédé. Voilà, je vais commencer par là, vu que c'est dur d'en parler. Et on peut expliquer dans quelles circonstances? On peut expliquer dans quelles circonstances. Après sa disparition? En fait, une fois que j'étais tombé amoureux de lui, donc je l'ai rencontré à 17 ans et demi, mon premier amour, très très fort. 2 mois après l'avoir rencontré, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui... c'était une prostituée. Comment tu t'en aperçois? Je m'en aperçois parce qu'un jour, avant de sortir, dans une boîte de nuit, on était dans une voiture et on récupère quelqu'un en voiture et je me rends compte qu'en fait, c'est pas n'importe qui cette personne, mais je me rends compte que c'était un de ses clients. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que je me suis longtemps... il faisait le trottoir, voilà, il faisait le trottoir, il était travesti. Voilà. Mais ça, tu le savais quand tu l'as rencontré, qu'il se travestissait? Alors, la première fois où je l'avais rencontré, c'était dans cette boîte de nuit où je sortais avec mes amis. Il était en drag queen. Je ne savais pas que c'était lui parce que j'allais le voir une semaine après, où il était en garçon. Et là, il est venu me draguer sous cette apparence-là, c'est-à-dire sous l'apparence de lui-même, de garçon. Je ne savais pas, tu vois, que c'était la même personne. Moi, je suis tombé amoureux de ce garçon. Et longtemps, je n'ai pas compris, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'étais tombé amoureux d'une personne qui faisait le trottoir en travesti. Et puis surtout, ça me dégoûtait. C'est-à-dire que pour mon premier amour, c'est dur quand même de te dire que la personne que t'aimes, la personne en qui tu as offert toute ta conscience, déjà te trahit. Oui, parce qu'évidemment, il t'en a pas parlé. Parce tu t'en es aperçu. Je m'en suis aperçu, il m'en a pas parlé. Je me suis senti sali, violé. Violé, j'ai pas peur de le dire, parce que violé au niveau de mes sentiments. Hein, parce que quand tu te retrouves dans la même voiture que la personne que tu aimes, avec un de ses clients, je veux dire, c'est pas une situation dite normale ou qu'on rencontre tous dans notre vie. Et je lui en ai beaucoup voulu parce que je comprenais pas pourquoi il faisait ça. À cette époque, je comprenais pas qu'en fait, il avait un mal-être profond. Je comprenais pas pourquoi j'étais attiré par lui. Alors que, très honnêtement, moi, ce qui m'attirait chez un garçon, c'était justement le côté masculin. Pour être très honnête, au contraire, un garçon féminin ne m'attire pas du tout. Tu vois ? Mais comme je te disais, quand tu tombes amoureux de quelqu'un... Et puis tu faisais sûrement la séparation du garçon qu'il était quand tu étais avec lui et de celui qui se déguisait dans un cadre finalement que tu connaissais pas au départ. Dans le cadre du travail, alors c'était pas ce vers quoi je serais allé parce que moi ça m'attirait pas, mais c'était dans le cadre du travail. Par la suite, j'ai appris à découvrir cet univers-là et j'ai appris que l'univers des drag queens c'était un vrai travail. Tu sais, le transformisme, c'est de l'art. C'est presque un art, oui, c'est ce que c'est de l'art, hein, c'est se grimer, hein, quel que tu sois un homme ou une femme. C'est une performance artistique. C'est une performance artistique. Mais comment tu as réagi quand tu as découvert, quand tu es dans cette voiture? Qu'est-ce qui se passe quand tu t'aperçois que la personne qui monte, c'est un client et que... Voilà, que c'est l'homme que tu aimes dont on parle. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mon monde s'est écroulé. Je ne pouvais pas continuer ma relation avec lui, mais le fait est que c'était trop tard. J'étais complètement fou amoureux. Et puis fou amoureux à 18 ans, c'est pas fou amoureux comme quand t'as 30 ans, tu vois. Quoique ça dépend. Mais moi, c'était les premiers sentiments, c'était les premières sensations. Et j'arrivais pas à le quitter et en même temps... T'as voulu le quitter? Oui. En même temps, je l'aimais énormément et en même temps, il me dégoûtait et en même temps, je le comprenais pas et en même temps, je me dégoûtais parce que en gros, pour moi, je sortais avec une pute. Voilà. Et ça me dégoûtait. Je me dégoûtais moi-même. Donc, si tu veux, mon premier rapport à un petit copain, mon premier rapport à ma sexualité, bah, j'ai découvert ma sexualité dans ce cadre-là. J'ai construit ma sexualité dans ce cadre-là et je m'en suis beaucoup voulu. Et lui, il réagissait comment, lui? Il te demandait pardon? Il t'a dit « je vais arrêter » Oui, si ça ne te c'était la pas, condition sine qua non. Hein. Ouais. C'était la condition sine qua non, il fallait qu'il arrête. Il l'a fait? Il l'a fait. Mais t'avais plus confiance. Mais j'avais plus confiance et à partir de ce moment-là, je suis devenu extrêmement jaloux maladif. C'était terrible. Je faisais une vie d'enfer
Je lui faisais une vie d'enfer et par la suite, j'ai fait une vie d'enfer à tous mes autres petits copains, les pauvres. T'as vu un peu comme la vie, les situations qu'on rencontre peuvent nous marquer. T'avais besoin d'être rassuré, bien sûr, et t'avais besoin d'être sûr de la personne que t'avais à tes côtés, forcément, avec le traumatisme vécu. Et au bout de 2 ans, on s'est séparés. De toute façon, ça n'allait pas, tu sais, au bout de 2 mois, en fait, moi j'ai connu une première relation amoureuse hyper conflictuelle, parce que pendant tout le temps jusqu'à la fin de la relation, ce n'était que des conflits par rapport à ça. Et puis moi, je pouvais pas continuer comme ça, c'était trop dur. C'était trop dur. Donc c'est toi qui dis stop au bout de 2 ans ? C'est moi qui dis stop au bout de 2 ans. À ce moment-là, on est à Paris dans notre appartement dans le 17e arrondissement. On se sépare, je prends mon propre studio, il déménage, chacun déménage de notre côté. C'est extrêmement difficile, ce moment ? Non. Ce moment, c'était un soulagement. J'attendais ça. Et peu de temps après, j'ai appris qu'il était décédé. Voilà. Dans une boîte de nuit, à Paris, alors qu'il faisait un spectacle, donc il était en transformiste. Prise de drogue. C'était quelqu'un qui se réalisait beaucoup au travers de la fête. Et c'était quelque chose qui me dérangeait, moi. Voilà. Et je me suis rendu compte que... Enfin, beaucoup m'ont dit par la suite que quand il était avec moi, il arrivait à avoir un cadre. Et qu'il avait perdu ce cadre quand on s'est séparés. Tu t'es senti responsable ? Je m'en suis beaucoup voulu, mais j'ai mis tout ça de côté pendant un petit moment. C'est-à-dire que j'ai pas pleuré pendant des mois, jusqu'au jour où je me suis rendu à notre adresse où on avait vécu ensemble à Paris, et je me suis mis à pleurer, en regardant justement l'appartement qu'on avait partagé ensemble. Et là, j'ai pu commencer à faire ce deuil. Alors, je sais, c'est la première fois que j'en parle. Peut-être que ça paraît pas incroyable, et peut-être que beaucoup de gens se disent c'est comme ça, t'es tombé amoureux de cette personne-là, ça ne s'explique pas. Mais moi, dans ma construction de jeune homosexuel, à 18 ans, qui n'a connu que cette relation-là, que cette façon d'aimer dans le conflit, et dans cette saleté qui était pour moi, tu vois, la prostitution, pour moi, c'était sale. Tu vois, c'était quelque chose qui faisait par... C'était pas nécessaire, je comprenais pas. Tu comprends ? Et d'avoir découvert ma sexualité là-dedans, je m'en suis beaucoup voulu. J'ai grandi avec ce sentiment de dégoût, de honte, que j'avais encore une fois depuis petit, tu vois, que ce soit les Barbies, que ce soit les déguisements, que ce soit plein de choses. Mais est-ce que tu l'attribues à une mauvaise rencontre aujourd'hui avec le recul ou pas ? Non. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui à l'âge adulte. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était quelqu'un qui était en souffrance. J'ai compris que c'était quelqu'un qui peut-être criait sa douleur, essayait d'exprimer sa douleur comme il le pouvait, mais qui n'arrivait pas à le faire à ce moment-là. Moi, ça, je ne l'avais pas vu. On ne se met pas sur le trottoir comme ça sans raison. Hein. Mais j'ai réalisé que je ne lui avais jamais posé la question. J'aurais pu lui poser la question, j'aurais pu lui dire pourquoi. Juste pourquoi. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu nous fais ça. Pourquoi tu me fais ça. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est comme quand tu me posais la question. Petit, je ne posais pas la question, même à la synagogue, à mes parents. Pourquoi ? Pourquoi les femmes, vous êtes séparées ? Pourquoi vous êtes dans une salle qui est médiocre ? Pourquoi les hommes, ils ont des beaux sièges et vous des chaises de jardin ? Je me suis rendu compte que j'avais grandi en gardant tout, sans jamais rien dire à personne, et que je m'étais construit comme ça. Et est-ce que tu t'es demandé aujourd'hui ce que cette personne a changé dans ta vie ? Pourquoi tu l'as croisé ? Et pourquoi son destin tragique, hein ? Parce que c'est terrible, il est parti jeune. Il est parti très jeune. Il est parti très jeune. C'est une vie détruite, une vie volée. Pour un homme que tu as aimé. Peut-être qu'il n'avait pas le courage d'exprimer qui il était. Peut-être que s'il avait eu le courage d'exprimer qui il était, peut-être que ça aurait été plus simple. Il parlait pas. Il parlait pas. Et je pense que sa propre famille a appris beaucoup de choses quand il est décédé. C'était quelqu'un de très bien. C'était quelqu'un qui avait énormément de créativité. C'était un coiffeur hors pair, parce qu'il était coiffeur de base. C'était quelqu'un qui avait de l'or entre ses mains.
quand il avait la tête d'une personne pour pouvoir l'embellir, pour pouvoir la transformer. Et je pense que c'est pas anodin pourquoi lui-même il s'est transformé, tu vois. Et je pense que c'est pas anodin non plus pourquoi il essayait de se cacher peut-être derrière quelqu'un d'autre qu'il n'était pas. Et je pense que c'est pas anodin non plus de pourquoi, sans savoir, j'ai été attiré par cette personne qui, sans que je le sache lors de notre première rencontre, se transformait et qui, alors qu'il avait tout ce qui m'aurait repoussé quelque part et qui ne m'attirait pas, pourquoi l'attraction, elle s'est faite sur lui. Parce que je me suis rendu compte que dans ma vie, j'ai été beaucoup attiré par les personnes un peu différentes. Même mes propres amis. Ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, je me suis rendu compte par la suite, quand on a gagné notre confiance mutuelle, que pareil, si elle était si timide, si elle était si à part dans certaines situations, c'est parce qu'elle avait elle-même vécu des choses compliquées qui ont fait qu'elle avait voulu s'effacer. Pareil, ma meilleure amie qui vit aux quatre coins du monde et qui avait l'impression de ne pas être d'ici et d'être d'ailleurs en même temps et qui ne trouvait pas sa place, tu vois. Et au final, je me suis créé mon cercle familial avec ces personnes qui ne trouvaient pas leur place auprès des autres camarades de classe, forcément. Tu vois, et on a créé notre petit cocon, notre petit groupe. Et que ce n'était pas anodin aussi si j'avais décidé d'aller vers ce milieu qu'est la télé-réalité, poser des questions à des candidats de télé-réalité qui sont moqués, qui sont raillés, qui sont pointés du doigt, qui sont qu'on met de côté, qui ne sont pas considérés. Les médias institutionnels, ce n'est pas une critique, hein. C'est ma constatation. De façon générale, ils regardent ce monde-là avec beaucoup de hauteur, beaucoup de dédain. Pas tout le monde, hein, mais beaucoup. Et donc tu as voulu y remédier, notamment en créant cette émission en toute intimité, où là tu les reçois et où tu peux mettre en valeur des parcours de vie, en fait. C'est ça. Je voulais savoir qui ils étaient. Beaucoup, vraiment. Je voulais savoir, tu sais, quand que tu te donnes un spectacle, que tu essaies d'attirer l'attention par une apparence physique, ou en faisant des choses qui ne ressemblent pas à tout le monde, c'est parce que tu as besoin d'exprimer quelque chose, je crois. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu as trouvé ta place ? Je sais pas. Tu parles de la place des autres depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as trouvé la tienne ? Je sais pas. Je pense que l'écriture de ce livre et le fait de pouvoir dire tout ça pour la première fois... Parce que c'est toi qui l'as écrit, hein ? Ah oui. Alors, ça a été un travail particulier avec ma maison d'édition parce que moi, j'ai commencé à écrire ce bouquin seul, de mon côté. J'avais écrit 14 chapitres que j'ai complètement, après, par la suite, foutu à la poubelle parce que je mentais, parce que tout ça, je le disais pas. Ou alors, je l'édulcorais, là, le discours que je te tiens. Voilà, je disais ce qui m'arrangeait, hein, clairement. Alors que là, tu as essayé vraiment de ne rien éluder, en tout cas des choses qui ont été difficiles. Bah non. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec une maison d'édition qui m'a mis à disposition des personnes dont c'est le métier d'écrire et avec qui on a pu faire des allers-retours, tu vois, comme deux pianistes feraient une partition à quatre mains, et ben ils ont pu me conseiller en fonction de ma base, de mes écrits, me dire ah bah alors ça ce serait peut-être bien de le reprendre, attention là il y a une répétition, tu vois, j'ai aussi grandi hein, à ce niveau-là, donc ça a été fabuleux et quoi qu'il arrive, je sais pas quelle est véritablement ma voix, mais je sais que je suis sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui j'ai le courage de pouvoir te parler et de te répondre à tes questions sans avoir mes joues qui deviennent rouges ou sans me dire on va me juger, on va se moquer de moi, on va me dire que je suis pas normal. Parce que j'ai compris que tout ce que j'ai vécu, quoi que j'ai vécu dans ma vie, m'a permis d'être sur ce fauteuil pour te parler et pour parler aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et si justement elles ont des questions aujourd'hui, ce qui pourrait te faire le plus plaisir après l'écriture de ce livre qui est sorti, c'est de justement pouvoir te parler. Ça pourrait inspirer des abonnés, ceux qui te suivent, à aussi oser se révéler, à aussi pouvoir parler, dire des choses qu'ils ont vécues. Ça, ce serait le plus juste retour que tu pourrais avoir après ce livre ? Si ça peut donner envie à des personnes de libérer leurs paroles envers eux-mêmes, parce qu'il faut d'abord la libérer pour soi, pour la libérer pour les autres, ce sera fabuleux. Bah, tant mieux. Ce pour génial. Devenir qui je suis. Sam Zira, les révélations du youtubeur aux millions d'abonnés. Merci beaucoup de m'avoir confié tout ça et de l'avoir partagé à tous tes abonnés. Je te le rends puisque c'est le tien. Merci Alexandra. C'est quand même le plus Franchement, important. merci infiniment. Ben non, merci. Moi, je suis ravie d'avoir été installée dans ce canapé où tu as l'habitude de recevoir toutes tes personnalités. Et je suis toujours cette actualité avec cette chaîne YouTube. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu partager ce moment-là avec toi. Et merci surtout pour ta confiance.
parce que j'ai beaucoup de chance et je sais que c'est pas facile comme exercice pour en avoir interviewé plusieurs personnalités, c'est quelque chose de très compliqué. C'est dur, hein. Et moi-même à ta place, je sais pas si je serais capable de me livrer avec autant de sincérité que tu ne l'as fait. Ça l'était pas, mais tu as été extrêmement bienveillante et en même temps, j'en profite juste pour te dire ça, quand j'étais ton chroniqueur, tu étais un modèle. Je te le dis, vraiment, en termes d'interview. Elle est finie l'interview, arrête, ça Non, n'y a plus besoin. non, mais justement, tu vois, je te dis à la fin de l'interview. Non, mais t'étais un modèle parce que j'aimais ta bienveillance, j'aimais ton sourire, j'aimais ce que tu communiquais à tes invités au travers de ton regard. Et pour parler justement de ce côté intime, ça pouvait pas être une autre personne que toi. Bah, merci voilà. beaucoup, Donc merci. à moi quand même de dire qu'on peut te regarder et te découvrir tous les jours sur Morandini Live aux côtés de Jean-Marc Morandini sur CNews. Tout à fait, tous les matins. L'émission sur laquelle tu officies tous les matins. Exactement, merci beaucoup Sam. Merci à tous, gros bisous. Je serais curieux de vous lire dans la barre de commentaires, j'ai plus peur maintenant de toute façon. Bah oui, parce que pendant tout un temps j'ai eu peur. Donc déposez-nous vos commentaires et puis je vous répondrai. Gros bisous.